Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen tous les lundis soirs en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi écouter Buonasera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming et revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis en notant l'émission avec les 5 étoiles et le pouce. Bonne écoute! Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, comme tous les lundis soirs. Bah écoutez, on se retrouve, je suis un petit peu bas là aujourd'hui. Voilà, ça y est, je me suis mis à la bonne hauteur. On se retrouve ce soir pour débriefer. Là, on arrive à la croisée des chemins. C'est vraiment l'épilogue de toutes les saisons. On a eu encore ce week-end le 4e champion de nos 5 grands championnats, enfin 4 grands championnats plus la Ligue 1, en tous les cas nos 5 championnats aimés, on va dire. Donc voilà, la course est quasi réglée partout. On a eu aussi salut au Cotonou, ciao da Roma, ciao. Et effectivement, bonsoir au JCRM, merci d'être là, qui nous dit que mercredi soir, on connaîtra la finale de la Ligue des Champions qui sera Real Dortmund. Et jeudi soir, en Europa League, on aura la finale d'Europa League, Leverkusen-Atalanta. Bon, écoutez, on verra bien, voilà, on verra. Il n'y a pas que du parti pris dans son choix, parce que au JCRM soutient Marseille aussi. Donc il voit Leverkusen-Atalanta, et en revanche, il voit effectivement Dortmund-Real. Donc là, il fait coup double sur la Ligue des Champions, en revanche. Paris qui se fait sortir, et le Real qui sort le Bayern. Bref. Donc oui, on va effectivement assister à finalement l'apothéose de notre saison. Après, il ne restera plus que les finales. Et puis ce sera tout. Allez, 3 journées un petit peu intéressantes, 3 journées intéressantes en Première Ligue qui vont peut-être étirer le championnat jusqu'au bout. Mais voilà, après, ce sera la fin du football de club. Donc on est à la croisée des chemins. Demain soir, on va passer tous une super soirée. Quoi qu'il se passe, on va vivre des émotions, qu'on soit supporter parisien, qu'on soit supporter marseillais, qu'on soit supporter du Borussia Dortmund ou juste supporter du football. On va passer une excellente soirée. Et puis le lendemain, ça va être encore mieux. Ça va être l'apothéose du football de club entre 2 monuments du football, le Bayern et le Real. Donc voilà, ça va être fantastique. L'Europa League, Rome peut-être le faire. En tous les cas, Daniele De Rossi en est sûr. Il a même demandé son avis à Allegri. Donc voilà, on en parlera tout à l'heure. Et puis voilà. Et puis ensuite, on aura les 3 dernières journées de Première Ligue qui étireront le suspense en championnat. Et puis après, ce sera terminé, ce sera l'Euro. Et l'Euro sera cool aussi. Voilà. Sauf les premiers tours, bien sûr, parce que maintenant, il y a 87 équipes. Donc les premiers tours, c'est Gibraltar, Chypre. Donc bon, on va un peu s'emmerder, mais dès qu'arriveront les quarts de finale, normalement, on devrait bien s'amuser. Alors, on va commencer gentiment par, j'ai appelé ça coup pour coup en Première Ligue. Et oui, effectivement, Arsenal et Manchester City se sont répondus ce week-end. Vraiment, c'est vraiment la guerre des étoiles là-bas en Première Ligue entre ces deux clubs. Liverpool a lâché l'affaire. Terminé, merci, c'est gentil d'être venu. Le quadruplé imaginé, rêvé, fantasmé par tous les supporters. Au-delà de Liverpool, même moi je l'ai imaginé et rêvé pour Jürgen Klopp et pour Liverpool, même si c'est pas mon club de cœur, c'est quand même, si je dois avoir un club en Angleterre, je trouve que c'est le plus séduisant en Angleterre, Liverpool le plus authentique, celui qui porte peut-être le plus, dans les grands clubs, je parle, le plus l'âme anglaise du football. Donc voilà, donc c'est vrai que moi je m'imaginais aussi, j'étais content de voir un Jürgen Klopp, que j'aime beaucoup en tant qu'être humain, terminé sur un quadruplé historique, ce qui aurait été complètement dingue. Bon, ça se passe pas comme ça, ce sera pas de quadruplé, ce sera un 1, juste un uniclé, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, il aura juste gagné la coupe de la Ligue, c'est déjà pas mal, qu'il s'en aille avec une coupe, c'est déjà bien. Un petit tour dans les commentaires juste, pour terminer sur l'introduction de Buonasera Calcio, ou un anti-parisien du coup pour Dortmund, oui, effectivement, ça j'ai bien compris. Au JCRM qui nous dit Chelsea revient en force en cette fin de saison, bien content, mais ça n'empêche que Pochettino c'est au revoir pour moi. Ouais,
Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. C'est une question qu'on peut se poser. Et à Chelsea, bon, alors on va terminer sur Manchester City et Arsenal et après on passera à Chelsea parce que c'est un très bon sujet. Manchester City et Arsenal se sont répondus. Hein, il y a eu un quadruplé de Erling Haaland qui enfin s'est réveillé. Bon, après, quand on regarde son quadruplé, hein, c'est 2 pénaltys et des frappes directes. C'est Erling Haaland, parce que les gens disent « Ah, j'ai entendu des commentaires du style « Ah, on avait dit que c'était un joueur de 4e division ». Je continue à penser que, effectivement, dans le jeu, quand il doit créer du jeu, faire des appuis-remises, etc., essayer de trouver des ouvertures, tout ça, c'est pas un joueur de très haut niveau. En revanche, dans la finition, et ça, on n'arrête pas de le dire, c'est le meilleur du monde. Donc voilà, bah ouais, quand il n'a pas à contrôler, quand il doit frapper, ou un contrôle enchaîné, parce que c'est pas vrai, hein, il n'a pas contrôlé, par exemple, sa dernière frappe là, du gauche qui est absolument splendide, c'est un contrôle, une touche de balle, frappe, merci, voilà, bah, c'est très bien, c'est ça qu'il sait faire. Il va pas jouer dans le petit jeu, voilà, il le fait très très bien, c'est probablement le meilleur du monde. Donc oui, il a marqué un quadruplé. City a gagné 5-1 et de l'autre côté, Arsenal, pareil, a gagné 3-1. Donc voilà, non, vraiment, ils se rendent coup pour coup. Arsenal a toujours ce demi-point d'avance, bon, qui devrait normalement pas jouer, hein, mais ils ont quand même, quand je dis ce demi-point d'avance, c'est le goal average, parce que bon, on appelle ça goal average en français, mais en vrai, c'est quand même la moyenne de buts, donc goal average de Arsenal qui effectivement est supérieur de +6, je crois, à Manchester City. Ce qui fait qu'en cas d'égalité, Arsenal a ce petit point en plus. Bon, là pour l'instant, potentiellement, je crois que Manchester City a un match en retard et 2 points de retard. Donc, potentiellement, ils ont un point d'avance. Donc normalement, ça peut arriver qu'il soit à égalité, mais si on se dit que City sur ses 3 derniers matchs peut faire un faux pas, c'est-à-dire un match nul par exemple, bah, en théorie ils perdent 2 points et auquel cas ils passent 1 point en dessous d'Arsenal. Un match nul ou une défaite, il faudrait qu'à côté, Arsenal fasse aussi un match nul, une défaite. Bref, sur les 3 derniers matchs, je ne pense pas qu'il y ait plus d'un faux pas d'une des deux équipes. Donc, je ne pense pas que ce demi-point de goal average soit vraiment très important. Donc voilà, donc c'est juste ça, je pense pas que ça joue, en fait. Ça m'étonnerait, il faudrait qu'il y ait 2 faux pas de Manchester City, un faux pas de Arsenal, et auquel cas, là, effectivement, il se retrouverait peut-être à égalité, et encore, ce serait un petit peu alambiqué. Donc voilà, donc je pense pas qu'il compte vraiment celui-là. Mais bon, il va y avoir grosse bagarre jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette fin de championnat? A priori, la fin de championnat de City est un petit peu plus simple que celle d'Arsenal, mais en même temps, celle d'Arsenal va les maintenir peut-être un petit peu plus sous pression parce qu'ils rencontrent Tottenham et je crois, hein, ou alors Manchester United, c'est sûr, et Everton, et il me semble que c'est Tottenham, mais je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, ça va quand même les maintenir à l'éveil parce que Everton joue un peu sa peau, même si là ça commence à aller un peu mieux, joue quand même un peu sa peau sur les dernières journées. Et de l'autre côté, United joue un peu on va dire sa renommée. donc voilà. Et City a un peu des clubs un peu des clubs un peu en bois à jouer, je crois. Donc, a priori, voilà, City est quand même un petit peu avantagé, mais a un match de plus à jouer. Et en fait, pour l'instant, il y a 0 point marqué par City. Enfin, 1, plus exactement, parce qu'ils sont à 0-0. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'un point marqué par City. Tous les matchs, il faut les jouer. Hein, City nous a montré par le passé, on se souvient de la dernière journée contre QPR et le but d'Aguero, le premier titre de Manchester City, que de l'ère Abu Dhabi, effectivement, tout est possible dans le football anglais. Donc voilà. Si t'es pas à 100% ce jour-là, tu peux te faire bousculer. Alors, et ce club qui peut priver du titre City et le donner à Arsenal est Tottenham qui joue, eux, la Ligue des Champions. Leur match en retard contre City risque d'être marrant pour les supporters. Effectivement.
tout à fait. Qui joue la Ligue des Champions pour se qualifier. Ouais, ça peut être effectivement. Alors c'est City qui joue Tottenham. Je pensais que c'était Arsenal. Cotonujo qui nous dit Forza Atalanta, mais cette fois-ci depuis YouTube. Tiens, bravo Cotonujo, merci d'être allé sur YouTube pour voir un peu. Oui, donc oui, effectivement, ce sera un peu, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain-Bordeaux. Je sais pas si tu te souviens, toi au JCRM, tu dois t'en souvenir de ce PSG Bordeaux de la dernière journée, le Marseille de Roland Courbis qui pouvait être champion et bizarrement, oui voilà, avec le but de Pascal Feindouno où il y a personne qui l'attaque, mais alors strictement personne, tout le monde est en train de regarder les pâquerettes, le pigeon qui est en train de se poser sur le Parc des Princes, bref. C'est la fête. Feindouno, il aurait pu aller marquer un but en moonwalk, ça aurait été exactement la même chose. Donc, je crois qu'il n'y a que le goal qui est à peu près motivé par ce qui se passe, parce que lui, c'est trop grillé s'il fait rien. Donc, voilà. Et finalement, Marseille perd le titre sur cette dernière journée. Et ben, peut-être que Tottenham va s'amuser. Et je pense d'ailleurs, hein, oui, je crois que c'était... est-ce que c'était Lama encore ? Oui, c'était... Ah, je sais pas si c'était Bernard Lama à cette époque-là encore. Parce que c'est quoi ? C'est 99, si je ne m'abuse. C'est l'année... Ah non, c'est juste avant, c'est 98. Parce que c'est une année avant que Marseille a eu en finale de Coupe de l'UEFA, je crois. Donc, et c'est 99, il me semble, la finale de Coupe de l'UEFA contre Parme. Bref. Donc je crois que 98, je ne sais pas si Lama est encore gardien du Paris Saint-Germain. Il est peut-être déjà parti à Rennes. Je ne suis pas sûr. Mais bon, bref. Sinon, c'est un Landreau ou un Letizy ou un truc dans le genre. Hein. En gros, à peu près. Donc oui, peut-être que Tottenham va se faire un malin plaisir de priver Arsenal du titre, vu que bon, Tottenham quand même, je pense que ça leur ferait très 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 mal d'avoir passé toute cette période de on va dire banter era, si on reprend un petit peu le vocabulaire italien du Milan de ces derniers temps. De Arsenal, c'est-à-dire depuis le dernier titre qui était il y a très 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 longtemps, 2004, jusqu'à maintenant, où ok, Arsenal a quand même gagné des titres style des coupes, des FA Cup ou des coupes de Ligue, ou même de temps en temps des Community Shield, je crois, un ou deux. Mais à part ça, pas de titre. Et Tottenham, à un moment même, était passé clairement au-dessus d'Arsenal dans la hiérarchie du football anglais. N'a pas réussi à gagner un seul titre pendant cette période-là, et il se trouve que là c'est la fin de on va dire de la banterera d'Arsenal, et là si Arsenal gagne un titre de championnat avant Tottenham, là c'est horrible pour Tottenham. Hein. Donc je pense effectivement que les 3 points contre Tottenham ils sont pris pour Manchester City. Après, le reste, on verra. donc voilà. Crois que Postecoglou, lui, il va peut-être jouer son poste, hein, d'ailleurs, sur la fin de saison, là, parce que là, il est sur 3 ou 4 matchs, 3 ou 4 défaites même d'affilée, contre des équipes un peu costauds, soit. Mais quand même, s'il continue à prendre des pipes comme ça jusqu'à la fin, alors que je pense sincèrement que Postecoglou est un super coach, vraiment, je pense que effectivement, ça risque d'être chaud pour lui, alors que franchement, je pense vraiment que c'est cool si tu peux repartir avec lui, jour 1 de la saison, renforcer un peu son effectif pour lui donner un peu des joueurs qui collent à son style de jeu. Je pense que ça peut être pas mal, parce que la base est plutôt pas mal à Tottenham. Ils ont eu du mal sur le long terme, la blessure de Maddison aussi les a bien freinés, mais je pense qu'en partant avec ça, là, tu peux aller loin. Donc voilà. Au JCRM qui a vérifié, c'était bien Bernard Lama dans les cages, et Lama, c'est pas le genre à lâcher, lui. C'est pour ça que je pense qu'il essaye quand même de l'arrêter le but. Il s'en fout. Donc voilà. Passons à Chelsea. Tottenham, heureusement qu'ils ne jouaient pas le titre, vu leur calendrier de fin de saison, c'est abusé. Oui, eux, c'est vrai qu'ils ont pris tout le monde. Hein.
Là, ils enchaînent. Mais alors, c'est la fiesta. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de défaites, mais il n'y a pas de petit club. C'est-à-dire, ils tapent pas un gars comme Burnley et puis ils se font taper, quoi. C'est vraiment à chaque fois où Bournemouth, ils prennent que des gros. Alors, bon, des gros plus ou moins gros, hein, parce que bon, Manchester United, c'est pas quand même fantastique, mais bon, faut quand même les jouer. Donc voilà, surtout que United cette année, c'est tout ou rien. Ils sont capables de taper City comme ils sont capables de perdre contre Burnley 4-1. Donc tu sais jamais quel Manchester United tu vas trouver. Donc bon, tu peux comprendre quand ils sont dans un bon jour. C'est comme Chelsea. Chelsea aussi, c'est la même chose. Alors sauf que c'est moins fréquent quand même. Mais des fois, ils sont injouables. Ils ont des joueurs d'une qualité incroyable. Et tout d'un coup, il n'y a plus personne. D'ailleurs, si United bat Arsenal, ils offriraient le titre à City. Bon, alors c'est bon. Arsenal a 3 points grâce à United et City a 3 points grâce à Tottenham. Ça, c'est fait. Donc, en gros, il y a déjà un match en moins. Alors maintenant, il en reste plus que 2 pour Arsenal et 3 pour United, pour City. Donc voilà, on n'a qu'à faire ça. Ce sera beaucoup plus simple. C'est très possible que ça se passe comme ça, d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, passons à Chelsea. Chelsea, je pense quand même que, franchement, je sais pas, tu vois, Pochettino, je peux pas te dire si c'est vraiment l'homme de la situation ou pas. Mais je sais que j'ai vu des très bons matchs de Chelsea, bizarrement. J'ai vu des matchs absolument horribles de Chelsea aussi. Mais le fait que j'ai vu de très bons matchs de Chelsea avec une super animation, etc., je pense que là, il est en train de trouver à peu près les réglages. Si on lui laisse un peu les mains libres, c'est-à-dire si on arrive à se séparer d'énormément de joueurs là, qui servent à rien à Chelsea, et qu'on lui laisse l'ossature qu'il a envie de garder, qu'en plus de ça, si on arrive à le renforcer, bon, franchement, renforcer, enfin, je sais pas, bref, normalement, avec ce que tu as comme joueur à Chelsea, tu arrives à faire un 23 ultra costaud. C'est pas possible autrement. Franchement, tu peux doubler tous les postes, tu peux même les tripler si tu as envie. Donc voilà, tu peux doubler tous les postes, tu as des joueurs de qualité à tous les postes quasi. Donc après, maintenant, il faut leur faire comprendre quel est l'objectif de ton plan de jeu, comment est-ce que tu vas les utiliser, est-ce que tu vas les faire tourner ou pas, comment est-ce que tu vas les motiver. Mais honnêtement, franchement, si tu lui laisses un peu les mains libres, que tu dégages un tiers, voire un peu plus de l'effectif et que tu lui laisses choisir qui tu gardes pas, je pense que Pochettino, la saison prochaine, peut faire quelque chose parce que je pense quand même que c'est un bon coach, c'est pas le problème. Je pense pas que ce soit une pompe à vélo. Je pense juste qu'il a beaucoup de mal à gérer des gros égos. Au Paris Saint-Germain, ça s'est vu. Mais quand il est à Tottenham ou à Chelsea, avec des jeunes joueurs qui sont là un peu en devenir, je pense que ça peut le faire. Donc moi, je pense qu'il faudrait lui laisser quand même le temps. Et puis de toute façon, pour Chelsea, recommencer encore avec un autre coach, repartir sur un nouveau projet de jeu. À nouveau, il va arriver, il va te dire « Ah, mais moi, je veux d'autres recrues, moi, je veux ci, moi, je veux ça. » Non, tu peux pas, en fait. C'est pas possible. Il faut arrêter. Il faut donner de la stabilité à ce club et vider le vestiaire. C'est simple. Et comme ça, en plus, tu reviens un peu dans les clous du fair play financier parce que tu vas engranger pas mal de trucs. Tu transfères tout à Milan directement. Ça sert à rien de se prendre la tête à essayer d'aller chercher des clubs. Milan, ils achètent tout de Chelsea. Donc, t'envoies, en fait. Et nous, on est contents. On est contents parce qu'ils sont pas mauvais, les joueurs de Chelsea, en vrai. Sauf quand ils sont 60 dans un vestiaire. Voilà, c'est ça le problème. Tu peux faire un tournoi, même Chelsea A, Chelsea B, Chelsea C, Chelsea D. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu parlais de Madison pour les Spurs. Nkunku pour Chelsea nous fait mal. Oui, c'est vrai. Grosse blessure. Là, il est revenu. Je ne sais pas si Deschamps va oser le prendre pour l'Euro. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, bon, il est revenu. Il est revenu à temps. C'est déjà pas mal. On va voir. Mais c'est vrai que très grosse blessure. Nkunku, je pense qu'effectivement, avec Cole Palmer devant, tu vois, si tu arrives à faire une saison complète avec Cole Palmer, Nkunku, plus d'autres gens autour, t'en fous un peu, parce que des flèches un peu virevoltantes, t'en as plein. Si tu arrives déjà à asseoir ton attaque toute une saison avec ces deux joueurs-là, qu'au milieu de terrain aussi, tu fais un peu le tri, que Gallagher devient vraiment le boss du milieu de terrain, même si c'est déjà le cas, et qu'autour de lui, tu lui mets des gars qui ont du coffre et qui ont le temps de s'adapter et de jouer, quoi.
Bah, je pense déjà que tu es bien barré, quoi. Après, en défense, franchement, Gusto, c'est pas mal. Il y a quand même deux trois joueurs qui sont pas mauvais en défense. Ouais, Gallagher, on va le vendre. Ouais, mais ça, c'est débile parce que franchement, Gallagher, honnêtement, je pense c'est le joueur le plus important de Chelsea à l'heure actuelle. Donc même si on parle de Cole Palmer avec ses buts et tout, Gallagher, il fait tout à Chelsea. Il fait tout, même si c'est pas le mec flamboyant et tout, mais le mec fait tout. Moi, déjà, lui, je le mets. Après, les autres, je vois. Si je suis coach, c'est comme ça que je fais, hein. Donc voilà. Après, bon, les gens, je sais pas, des fois, les dirigeants dans le football, tu te dis, c'est tellement évident que c'est pas normal qu'ils voient pas ça, en fait. Il y a un problème. Tu peux vendre tout, t'as 60 joueurs à vendre. Vas-y, fais-toi plaisir, mais garde Gallagher. Je sais pas. Et faudra remplacer Thiago Silva, pas une mince affaire. Oui, c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, des défenseurs centraux, vous en avez, hein. Ouh là là. Bon, après, pas avec l'expérience de Thiago Silva, mais quand même. Et pour une bouchée de pain dans le monde du foot, Gallagher, oui. Ouais, en plus, vous allez même pas le vendre style 200 millions. Donc, bon, ça encore, tu comprends, tu peux pas refuser. Chelsea a beaucoup dépensé, ok, tu prends un très gros transfert. Mais Gallagher, tu vas le vendre pas grand-chose à un club anglais lambda. Franchement, garde-le, en fait. En plus, c'est un club anglais qui va te mettre une pilule dans le championnat l'année suivante, hein. Ce qui est débile, hein. Tu veux le vendre, vends-le à l'étranger, hein, mais le vends pas en... Ça aussi, il faut qu'ils arrêtent, les Anglais, là, de se vendre les joueurs entre eux, là. En fait, tu vends pas à ton ennemi, ou je sais pas, non, tu vends pas, c'est tout. Tu vends dans un autre championnat et tu croises plus ton joueur, c'est terminé. Moi, perso, si j'étais dirigeant, c'est comme ça que ça se passe, hein. Il n'y a pas un joueur que je transfère dans mon championnat, hein. Vous allez tous vous brosser, hein. Vous reprenez pas mes joueurs pour que l'année suivante, ils marchent dessus, hein. Non, ça, c'est pas possible. Tu prendrais Gallagher au Milan, mais grave, alors là, c'est sûr et certain. Ah ouais, Reinders, Gallagher, et le troisième, voilà, on peut discuter sur le troisième, mais en tous les cas, Reinders, Gallagher, ça, c'est mon milieu de terrain qui démarre tout le temps. Et après, tu mets un coup Benasser, un coup qui tu veux, on s'en fout, voilà. Les autres, ils peuvent tourner, parce que Benasser a plus du tout le niveau qu'il avait, il est un peu rincé, mais bon, il est pas mauvais. Mais non, carrément, c'est clair. Donc oui, Chelsea. J'espère qu'ils vont garder Pochettino, mais pas pour Pochettino, mais pour le projet de Chelsea. Il y a un moment donné, il faut donner de la stabilité. Tu peux pas recommencer tout le temps. Et je te dis, j'ai vu des très bons moments à Chelsea, et pas seulement des différences en 1 contre 1, des beaux mouvements de jeu, une belle animation et tout. Donc tu te dis, il y a moyen, il est en train de faire quelque chose en fait. Donc non, franchement, ça peut devenir un peu comme son Tottenham, qui n'était pas la plus belle équipe d'Angleterre, mais qui avait un style de jeu au moins. Tu savais comment Tottenham jouait, et c'était plutôt cool à regarder de temps en temps. Mais bon, bref. Voilà. On va passer à l'Espagne, on va terminer sur l'Angleterre, à moins que vous vouliez parler d'un autre club en Angleterre. N'hésitez pas. Il manque un vrai neuf à Chelsea. Arsenal qui ne veut plus de Jesus, je prends tous les jours en neuf. Oui, ça c'est clair. Ça c'est sûr que si tu arrives à faire une attaque à 3, Cole Palmer à droite, Nkunku à gauche, ou l'inverse, hein, parce que bon, les deux, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et dans l'axe Gabriel Jesus, là tu commences à avoir une attaque ultra sérieuse, si tu veux jouer en 4-3-3. Ou en 4-2-3-1 par exemple, hein, parce que ça peut être aussi une animation, même si t'as pas vraiment... Enfin, oui, tu peux mettre Gallagher en pointe haute du truc, comme ça tu peux le faire. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette attaque à 3, c'est très bien. Après, je pense que Gallagher, dans un milieu à 3, est plus à l'aise que dans un milieu à 5, mais en étant le numéro 10. Voilà. Et je pense que c'est bien s'il est plutôt sur un côté ou qu'il part de plus bas. Voilà. Mais bon, après... En Angleterre, Ipswich qui remonte après 22 ans, c'est beau, ouais, surtout qu'Ipswich, c'est un club ultra historique d'Angleterre. C'est pas un petit club, c'est l'équivalent de Bordeaux en France ou de Saint-Étienne. C'est vraiment un club qui a fait des performances extraordinaires dans les années 80. Donc oui, c'est cool, c'est très bien. Moi, je sais que quand j'ai commencé à regarder le foot en FA Cup, je crois que la première fois que j'ai vu un match de championnat d'Angleterre, c'était une finale de FA Cup Sheffield Wednesday contre Crystal Palace. J'étais fasciné par les noms des équipes.
Crystal Palace, je sais pas pourquoi ça me faisait rêver tu vois, d'un palais de cristal et Sheffield Wednesday, je ne comprenais pas pourquoi il y avait un jour de la semaine dans le nom. J'étais pendant tout le match, j'étais obnubilé par ça et c'est la première fois que j'ai vu jouer d'ailleurs comment il s'appelait Chris Waddle. C'était pendant cette finale qui s'est terminée après prolongation. Je crois qu'il y avait 7 joueurs, on est dans le football des années 80, hein, il y avait 7 joueurs qui avaient des crampes et qui étaient par terre sur les 10 dernières minutes du match. Alors j'exagère peut-être un peu parce que j'étais tout petit j'étais petit et que je découvrais le football anglais, c'est comme ça que je l'ai découvert. Mais voilà. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette finale de Cup qui est le premier match de football anglais que j'ai vu dans les années 80 ? Parce que Ipswich, je crois que l'année suivante, est en finale de Cup et que finalement, en France, à l'époque, sur la télé en clair, et même en brouillé, parce que Canal ne retransmettait pas à l'époque les matchs étrangers, donc dans les années 80, je parle bien, hein, ils ont fin des années 80, donc voilà. Bah en fait, le seul match de championnat d'Angleterre, enfin pas de championnat d'Angleterre, mais de foot anglais qu'il y avait chaque année, c'était sur France Télévisions. Alors à l'époque, c'était pas France Télévisions, c'était FR3 ou Antenne 2. Ils retransmettaient chaque année la finale de Cup. Et je crois que l'année suivante, donc, j'avais pris un peu le rendez-vous dans ma tête. Et j'ai effectivement regardé une finale avec Ipswich dedans. Donc et Ipswich à l'époque a fait des très grosses performances en Coupe d'Europe aussi. Donc voilà, c'était à l'époque où Aston Villa, qu'est-ce qu'il y avait encore bien sûr Liverpool, bref tous les gros clubs anglais gagnaient des coupes d'Europe fréquemment quoi. donc voilà, et des Champions League, pas des petites coupes d'Europe. Entre Ipswich et Leicester, les promus me plaisent beaucoup. Ouais, c'est clair. Et puis franchement, Vardy, c'est beau ce qu'il fait. C'est vraiment très très beau ce qu'il fait. Donc respect à Vardy. Sheffield qui a battu un record qui datait du début des années 1900 avec 100 buts encaissés pour 35 marqués. Oui, c'est pas super. c'est pas fantastique. Donc voilà. Mais bon, bref. Donc voilà, mais en tous les cas, oui, c'est la première fois que je voyais jouer Chris Waddle et j'avais l'impression qu'il jouait pas comme tout le monde avant qu'il arrive à l'OM. Hein. Donc c'était l'année suivante ou l'année précédente, je sais plus, l'année suivante ou l'année encore d'après où il est transféré à l'OM. Bref, en tous les cas, c'était un joueur dingue. Hein. Pendant la finale de Cup, il a fait des trucs de l'espace. Donc voilà. Bref, désolé pour cette divergence temporelle, mais c'était voilà, je voulais vous partager ça. 36 pour le Real. 36 pour le Real. Et oui, le 36e titre du Real. Celui-ci ne souffre d'aucune contestation. Hein. C'est pas comme en Italie où tu vois que dans les travées de la Juve, souvent ils ont des drapeaux avec 4 étoiles, parce qu'en théorie ils sont à 40 titres. Enfin en théorie, pas en théorie, mais dans leur tête ils sont à 40 titres, certains supporters. Et l'Inter qui fête, eux, leur 20e titre, parce qu'en théorie, dans leur tête, pareil, ils sont à 20 titres. Donc on est dans un championnat un petit peu bizarre en Serie A. Mais bon, bref, en Espagne, il n'y a rien à discuter. Le Real a bien gagné sa 36e Liga, et c'est mérité. Très clairement, si on prend l'ensemble du championnat, ils ont maîtrisé, et en fait ils ont gagné le titre à la Real Madrid. Vraiment, tu peux pas faire plus Real que ça, c'est-à-dire que c'est une équipe qui n'est pas forcément la meilleure tout le temps, mais qui maîtrise les événements. Finalement, les matchs contre le Real, l'aller et le retour, les deux sont gagnés par le Real, contre le Barça, pardon, l'aller et le retour. Et je veux pas paraphraser Xavi, hein. Je le dis parce que je le pense sincèrement. Xavi contre Giron, il pense qu'il a été meilleur. Moi, je dis qu'il s'est fait défoncer aller-retour. Mais bon. En revanche, contre le Real, je pense sincèrement que le Real... contre le Real, je pense sincèrement que le Real ne mérite pas de gagner les 2 matchs contre le Barça. Je pense que 2 matchs nuls, voire même peut-être sur les 2 matchs, une victoire du Barça aurait été justifiée. Mais après, c'est mon avis. Je dis, c'est comme ça aussi le football. Le football, c'est pas seulement c'est qui était le meilleur aujourd'hui, parce que sinon, Manchester City gagne toujours à la fin, ou le Barça de Guardiola, il gagne toujours à la fin,
ou le Milan de Capello, il gagne toujours à la fin, ou le Milan de Sacchi, il gagne toujours à la fin, etc., etc. Je pourrais en citer plein, des équipes où tu te dis, elles sont infaillibles, donc forcément, elles vont gagner. Ben non, le football, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est qu'il peut y avoir les meilleurs de tous les meilleurs sur le terrain à la fin, des fois, avec d'autres outils, d'autres techniques, d'autres roublardises, d'autres tout ce que tu veux. Ben en fait, c'est l'autre qui gagne. Et c'est comme ça. Et le Real a vraiment gagné comme ça cette année, en maîtrisant les événements. Contre les petites équipes, aucun doute, jamais de panique, même quand ils ont fait tourner, même quand ils ont eu énormément de blessés. D'ailleurs, il faut parler des blessés. Donc voilà. Et quand il a fallu rencontrer les concurrents directs, on va dire, hein, donc cette année, c'était Girona et le Barça. Hein. C'est très clairement l'Atlético, l'Athletic Bilbao les Betis Séville, tout ça, c'était très loin derrière en termes de niveau et tout. Même si finalement, le Real a perdu qu'un seul match, c'est contre l'Atlético, mais justement parce que finalement, celui-là, il pouvait le perdre. C'était pas très grave. Mais en revanche, les 4 matchs contre Riron et contre le Barça, ils les ont déglingués, les 4. Enfin, déglingués. Ils les ont pris. Ils ont pris sur leurs deux équipes suivantes, quand même, ils ont pris 6 points et 6 points. Ils ont pris 12 points contre les deux équipes qui pouvaient les concurrencer. Donc, bah ouais, effectivement. C'est en ça que je dis que le Real a gagné cette Liga sans aucun doute, mais en maîtrisant les événements parce que, voilà, alors ils étaient au-dessus de Giron, pardon, ça y a pas de problème, mais en revanche, ils n'étaient pas forcément au-dessus du Barça et pourtant ils les ont tapés. Donc voilà, donc c'était une super saison en plus pour Carlo Ancelotti. Parce qu'il gagne le 5e championnat qui lui manque pour prendre les 5 plus grands championnats du monde. Donc il a gagné en Liga, il a gagné en Serie A, il a gagné en Ligue 1, il a gagné en Bundesliga. Voilà, il a gagné partout et il a gagné en Première Ligue aussi avec Chelsea. C'est le seul entraîneur qui a réussi à faire ça. Pour moi, en fait, il n'y a pas de discussion possible. C'est le plus grand manager de tous les temps, loin devant Guardiola, Arrigo Sacchi, Capello, je sais trop qui encore, Jürgen Klopp. C'est un manager de l'espace, Carlo Ancelotti. Très honnêtement, c'est vraiment le meilleur manager du monde. Alors, est-ce que c'est le meilleur technicien du monde ? Non, je pense pas. Je pense que Guardiola est au-dessus. Ça ne change pas que c'est le meilleur manager du monde et que quand il prend un groupe, il l'emmène là où il faut. C'est tout. Et aujourd'hui, tiens, d'ailleurs, je lisais un truc, attendez, je vais vous le dire après, mais d'abord, je vais passer dans les commentaires. 34e trophée pour Florentino Pérez et 28e titre en tant qu'entraîneur pour Ancelotti. Ancelotti, il lui manque plus qu'à prendre la sélection italienne, leur faire gagner un Euro et une Coupe du Monde et il sera imbattable dans l'histoire du foot. Moi, je pense déjà que c'est le cas. Mais c'est clair que si en plus, sur la fin de sa carrière, il prend la sélection nationale italienne, la squadra, et qu'il arrive à leur faire gagner quelque chose, alors là, ce serait une Coupe du Monde, là, ce serait le... Enfin, moi, franchement, en Coupe du Monde, je suis supporter français, hein, j'ai aucun doute dans ma tête. Hein. Mais juste parce que j'aime ce pays plus que certainement tous les pays au monde, à part la France. Et parce que j'aime la passion du football qu'a l'Italie, et que c'est pour ça que je suis attiré par le football italien et cette folie douce qui existe en Italie. Il gagne la Coupe du Monde un jour, l'Italie, la prochaine, hein, parce que je ne veux pas rater ça, en fait, je l'ai raté en 2006. La prochaine Coupe du Monde que gagne l'Italie, si ça leur arrive, je vais en Italie pour les célébrations. Le jour même, je prends un billet d'avion, je m'en vais. Juste, je veux voir ce que ça donne je ne sais pas si je vais à Rome, ou si je vais à Naples, ou si je vais à Milan. Je pense que je prendrais plutôt une ville du Sud, mais je veux voir ce que c'est, en fait. Je veux voir quelle est la folie que peut amener une Coupe du Monde, la victoire d'une Coupe du Monde pour un pays comme l'Italie, un pays dingue de football comme l'Italie. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Et si c'est Ancelotti qui le fait, franchement, merci Carletto, merci pour tout. T'as mis Milan sur le toit du monde. Ensuite, t'es allé exporter ton talent un peu partout. Et tu reviens à Rome, en plus, hein, qui est on va dire, le club dans lequel il a commencé dans le football.
avant Milan. Tu reviens à Rome avec une Coupe du Monde. Bravo, merci, c'est gentil. Il n'y a plus de discussion. Moi, déjà, pour moi, il n'y a plus de discussion. Mais après, il y a des gens qui mettent dans la balance la technique. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais Ancelotti, il a gagné partout, en fait. Il a gagné des champions dans les 2 plus grands clubs de l'histoire du football. Je veux dire, c'est pas rien, quoi. Gagner 2 Ligues des Champions avec le Milan, 2 Ligues des Champions avec le Real, et gagner autour de ça à Chelsea, au Bayern, au Paris Saint-Germain, excuse-moi, mais c'est chaud, quoi. Enfin, je veux dire, c'est même hallucinant, en vrai. C'est stratosphérique, ce qu'il fait. Donc voilà. Donc pour moi, c'est le meilleur. Je sais plus ce que je disais. Oui, si, Thiago Motta. Thiago Motta qui a raconté une anecdote lorsqu'il était au PSG avec Carlo Ancelotti. Ils étaient un soir, tous, ils vont manger au resto, dans un resto de viande argentin, hein, vous vous doutez bien, avec Pocho Lavezzi. Et en l'occurrence, Lavezzi, il s'entendait très bien avec Carlo. Bon, après, tout le monde s'entend bien avec Carlo Ancelotti. Hein. Franchement, ça doit être compliqué de te prendre la tête avec lui. Il l'appelle et il lui dit de venir. Il lui dit, ouais, tu fais quoi et tout, viens nous rejoindre au resto. Les autres joueurs, ils étaient vraiment pas bien. Ils disaient, mais arrête et tout, franchement, t'abuses de demander à l'entraîneur de venir alors qu'on est tous en train de faire la fête dans un resto parisien. 15 minutes après, Carlo Ancelotti était devant le resto, rentre dans le resto et donc passe la soirée avec eux, etc. À un moment, il regarde l'heure, il dit, bon, allez, moi, je dois y aller. Vous faites ce que vous voulez dans le resto, vous vous amusez si vous avez envie de vous amuser. La seule chose que je vous demande, c'est que dimanche, vous faites un grand match. Et il s'arrache. Terminé. Le lendemain, il les entraîne, rien de spécial. Et les gars, en fait, se regardent. Et Thiago Motta regarde ses autres coéquipiers et se dit, mais en fait, comment est-ce qu'on peut ne pas mourir pour lui ? Combien tu penses qu'il faut qu'on en mette dimanche prochain pour qu'il soit content ? Et résultat, eux, ils se disent, il faut qu'on en mette 5. Résultat, le dimanche, je ne sais plus combien ils gagnent, mais ils gagnent très largement. Et la confiance que Carlo Ancelotti leur avait donnée, en fait, ils lui ont rendu en faisant un super match alors que c'était une équipe lambda de Ligue 1, en fait. Parce que, en fait, quand il y a un entraîneur qui te responsabilise à ce point-là, t'as juste une seule chose à faire, c'est répondre de façon positive à la confiance qu'il t'a donnée. Surtout quand en plus tu as le groupe du Paris Saint-Germain de l'époque qui était un groupe avec des cadres, un groupe vraiment très mature. Hein, c'était pas un petit groupe, hein, c'était probablement l'équipe de Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, c'est la meilleure équipe du Paris Saint-Germain, même bien meilleure que celle de cette année, même si peut-être elle va aller en finale de Ligue des Champions. C'est la meilleure équipe du Paris Saint-Germain de l'ère Qatari, parce que pour moi, la meilleure équipe du Paris Saint-Germain, probablement, elle est en, je pense, 93. Ouais, je pense que c'est 93. La meilleure équipe que j'ai vue au Paris Saint-Germain, je pense que c'est 93. C'est vraiment une équipe incroyable, stratosphérique, avec George Weah, c'est l'espace, hein, cette équipe. Hein. David Ginola au sommet, Guérin. Non, franchement, très, très, très grosse équipe à l'époque, avec Alain Roche qui est vraiment au sommet, des défenseurs, c'est des rocs. Franchement, c'est chaud, des milieux de terrain de l'espace aussi. Non, l'équipe de 93 Rai Valdo, tu as tout à fait raison, au JCRM, c'était pour moi la meilleure équipe du Paris Saint-Germain que j'ai jamais vue, et j'en ai pas vu d'autres pour l'instant. Vous pouvez me dire Messi, Neymar, tout ce que tu veux, c'est pas à ce niveau-là. C'était du très très haut niveau. Paris a vraiment pas eu de chance qu'à cette époque-là, il y ait le Milan de Capello ou des équipes comme ça. Mais à part ça, en fait, Paris aurait dû tout gagner hein, à cette époque-là. Hein. Ou même le Marseille de Tapie, qui était une équipe stratosphérique. Ils avaient, et dans leur championnat, la meilleure équipe d'Europe. Et quand enfin ils arrivaient à se sortir un petit peu de Marseille, ils rencontraient l'autre meilleure équipe d'Europe, qui était le Milan. Donc, en fait, ils étaient vraiment bloqués, mais ils étaient pour moi dans les 3 meilleures équipes d'Europe hein, à l'époque. Hein. Vraiment, il n'y a pas photo. Le Bayern n'existait pas à cette époque-là. En Angleterre, ils revenaient à peine timidement en Europe après 10 ans de suspension due au drame du Heysel. Donc, ils étaient plus du tout au niveau, mais plus du tout. Hein. Les équipes anglaises, elles faisaient pitié hein, quand tu les voyais, quand elles revenaient en Europe. Les équipes espagnoles étaient en souffrance.
Le Real, à l'époque, 93, il faut savoir que ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas gagné une Ligue des Champions. Hein. Quand ils gagnent en 98, je crois que ça fait 34 ans qu'ils n'avaient pas gagné une Ligue des Champions. Hein. Donc le Real avait traversé, voilà. Et en 93, en l'occurrence, le Barça de Johan Cruyff, oui, c'est vrai, était une grande équipe, mais c'est la première Ligue des Champions qui gagne l'année précédente en 92. Donc voilà. Pour replacer, le football espagnol n'était pas du tout dans la même dynamique, on va dire, depuis les années 2000, parce qu'en fait, c'est là où ça recommence vraiment le football espagnol, après une période de domination extrême dans les années 50 et 60. Donc voilà. Et entre-temps, entre les années 60 et les années 2000, il y a eu un trou abyssal pour le football espagnol dans les années 70, 80 et 90. Hein. C'était pas du tout des clubs qui faisaient peur. Ils faisaient peur par le nom qu'ils avaient, parce que dans les années 50-60, encore une fois, ils ont écrit l'histoire du football européen en gagnant à peu près tout ce qui bougeait, à part le Barça. Mais après, effectivement, c'était des clubs qui n'avaient pas gagné depuis très longtemps. Voilà. Je replace un peu. C'est important, je pense, que les gens sachent ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est important que tout le monde remette un petit peu en place l'histoire du football européen. Donc voilà, ouais. Oui, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur Carlo Ancelotti, puis sur le Paris Saint-Germain, puis sur la meilleure équipe pour moi du Paris Saint-Germain, que j'ai jamais vue. Donc voilà, bon bref. C'est pareil pour l'équipe de Marseille. Hein. La meilleure équipe de Marseille, c'est celle de 91, c'est pas celle de 93. Après, on peut m'expliquer tout ce qu'on veut, mais c'est souvent pas les meilleures équipes qui gagnent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, parce que l'équipe de 96 du Paris Saint-Germain, qui gagne la Coupe des Coupes, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, en fait, c'est pas la meilleure équipe du Paris Saint-Germain. Celle qui gagne la Champions League en 93 pour Marseille, c'est pas la meilleure équipe de Marseille. Pareil pour Milan dans les années 2000. Je pense que l'équipe de 2005, qui fait 3-3 et qui perd au penalty contre Liverpool, est bien meilleure que l'équipe de 2007, ou même l'équipe de 2003, qui gagne la Ligue des Champions pourtant en 2003 et en 2007. Je pense qu'en 2005, c'est la meilleure équipe que Milan ait eue pendant toute la période de domination qu'ils ont eue dans les années 2000. Et pourtant, c'est celle qui perd. Donc voilà, je pense qu'on n'a jamais eu une attaque plus performante qu'avec Hernan Crespo, Inzaghi, etc. Et en 2007, on gagne sans lui. En 2003, on gagne aussi sans lui. Quand sur le banc, tu as Crespo, Inzaghi, Shevchenko, je pense que tu peux pas faire mieux en fait. Hein. T'as beau m'expliquer tout ce que tu veux, à l'époque, cette équipe de Milan, c'est la plus forte du monde avec Gattuso, Seedorf, Pirlo derrière eux, Kaka. Enfin, c'est n'importe quoi en fait cette équipe. Et donc c'est pas celle-là qui gagne en fait. Et derrière, il y a Stan, Maldini, etc. Hein. T'as du ultra super archi lourd. Donc voilà, bref. Tu parles du Milan, celle de 94, le 4-0 contre le Barça était forte et il y avait Ancelotti dedans. Absolument, elle était très forte, mais très clairement, le Barça de Johan Cruyff était meilleur, si tu prends sur le papier, était meilleur que le Barça, que le Milan de 94. Et pourtant, effectivement, ils leur mettent 4-0 en finale, dont un lob absolument ouf. Alors, ce lob, je l'ai décrit en pictogramme dans ma salle de bain, tellement j'aime ce but. C'est le but de Savicevic sur Zubizarreta qui lui met dans la lucarne un lob de 30 mètres. Il est à l'extérieur de la surface de réparation en diagonale, donc peut-être pas 30 mètres, mais bien 25 mètres. C'est voilà. Et Ancelotti, effectivement. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Mais c'est pareil, j'ai pas l'impression que le Milan de 94 soit le plus fort de tous les Milans qu'on ait eu dans les années 90, tu vois. J'ai bien l'impression qu'en 91, le Milan, en 93, quand on rencontre l'OM, c'est le plus fort de tous les Milans qu'on ait eu. Et finalement, c'est pas celui qui gagne, c'est celui de l'année suivante. Alors que Papin est parti, que Van Basten ne joue plus, que tu vois. Alors donc c'est bizarre. C'est souvent comme ça le football. C'est très souvent comme ça. Et cette année, ça en prend directement le chemin. Tu prends les 4 équipes qui sont là. Alors peut-être pas le Real, mais tu prends les 3 autres équipes, Dortmund, Paris et le Bayern. Ils ont tous eu des équipes plus fortes récemment. Et Paris en particulier, qui a l'air franchement vraiment qu'à la tête du vainqueur sur un malentendu. Paris en particulier, eux,
ils ont eu des équipes tellement plus fortes que ça. Et c'est probablement, ou peut-être, en tous les cas, c'est bien parti, cette année, qui vont la gagner. Ce qui serait complètement ouf. C'est comme Chelsea et Di Matteo. Chelsea et Di Matteo, ok, l'équipe était forte, mais ils ont eu des équipes plus fortes, avec des coachs meilleurs, avec ceci, cela. Finalement, à la fin, c'est sur un malentendu qui gagne. Et Chelsea, la deuxième Ligue des Champions qui gagne, c'est encore une fois sur un malentendu avec Thomas Tuchel qui débarque au milieu de la saison. Tu vois, c'est ce qui est très bizarre, quoi. Alors que personne, enfin, en tous les cas, personne, je sais pas. Mais moi, je m'imaginais pas Chelsea pouvoir gagner la Ligue des Champions cette année-là. J'en étais loin. Donc voilà, bref. Qu'est-ce que... Bah justement, on va enchaîner un petit peu sur les demi-finales de Ligue des Champions. On va terminer. Et je l'ai titré le jour de Mbappé. Ouais, c'est quand même... Alors, déjà, la défaite 1-0 à Dortmund, franchement, c'est pas si pénalisant que ça. Sachant que avec le but à l'extérieur qu'il n'y a plus, tu peux te découvrir au match retour. Parce que, en fait, même si tu encaisses un but, finalement, ça ne change pas grand-chose. Il faut quand même que tu en marques 2, au moins, pour rester en vie. Tu vois. Donc, à la base, tu commences le match, tu dois en marquer 2 pour gagner. Si tu en prends un, tu dois en marquer 2 pour rester en vie. Bon, ça ne change rien. Donc, maintenant, perdre 1-0 au match aller à l'extérieur, c'est pas fou. C'est à peu près, tu restes à 50-50 sur les chances de qualification. De surcroît, en étant un Paris Saint-Germain éclaté au sol au match aller, franchement, vraiment pas bon à plein de postes. Nuno Mendes, incroyable comment il était nul. Hakimi, mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce gars-là joue encore au Paris Saint-Germain? Mais c'est qui ce mec-là? Mais moi, je mets un mec du centre de formation latéral droit à sa place. Il est nul. Non, mais c'est le match qu'il fait contre le Borussia Dortmund, mais c'est affligeant. À part physiquement, où encore il est présent, il court un peu partout et tout. Mais le mec ne réussit pas une passe, pas un centre, pas un appel, rien. Tout est pourri, tout est dans le mauvais sens. Et en plus, Paris insiste à droite, mais de façon... Alors en plus, comme ils avaient un Dembélé... mode Dembélé activé, c'est-à-dire je tente tout, je réussis rien, c'était fantastique. Donc avec un gars comme ça, avec un PSG comme ça, avec un Nuno Mendes arraché, Hakimi vraiment pas bon, Dembélé dans un de ces soirs où tu sais qu'il peut tirer 800 fois, de toute façon il n'en marquera jamais un, ce qui lui était pas arrivé par exemple contre le Barça, hein, où il avait fait un très très bon match, il faut bien le dire, hein. Là je parle du match contre Dortmund, hein. Tu te dis, franchement, quand tu t'en sors à 1-0 avec un match comme ça, honnêtement, tu peux passer au retour. C'est pas possible. En plus, tu es chez toi, tu peux que jouer mieux. C'est impossible de faire autrement. Petite stat dit au JCRM, le PSG n'a jamais gagné un match à élimination en perdant le match aller à l'extérieur, sauf une fois en 2020, et c'était contre le Dortmund de Erling Haaland. Et oui. Ouais. Ah, mais attends. Perdant le match aller à l'extérieur. Ah oui, ils ont perdu le match aller, mais à domicile, contre le Barça au tour d'avant. Effectivement, tu as tout à fait raison. Ce qui était encore pire, finalement. Ils ont quand même réussi à s'en sortir. Donc, bon, on va savoir. Après, il y a eu un carton rouge. Ça a vraiment biaisé le match. Nuno Mendes, manque d'expérience, ça peut lui arriver de louper un match, mais Hakimi, joueur qui a de l'expérience de ces matchs avec le Real, limite une honte. Je suis d'accord, hein, parce que normalement c'est pas l'événement, quoi. C'est vraiment, il est hors du coup, quoi. Il a perdu son football, je sais pas, je comprends pas. Après, bon, il a eu 2-3 casseroles, hein, c'est pas une année tranquille, hein, pour lui, hein, quand t'es accusé de viol, tout ça, que, en plus je crois savoir. J'ai cru entendre que justement après avoir été accusé de viol, je crois qu'il était en procédure de divorce aussi, hein, parce qu'il était marié à Hakimi, une actrice espagnole très connue. Donc oui, qui est, enfin peu importe, mais qui est beaucoup plus âgée que lui. Enfin beaucoup plus. Je pense qu'elle a une dizaine d'années de plus que lui. C'est quelqu'un, c'est pas une petite jeune fille. Je pense qu'elle lui fait la misère, quoi. C'est ça que je veux dire. c'est quelqu'un qui a du caractère. Donc c'est très bien, hein. Je dis pas, c'est très très bien. Il a déconné. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà,
il doit passer des moments un petit peu compliqués dans sa vie privée, je pense, qu'il a cherché probablement. Je sais pas, on verra. Il y a un juge qui va dire ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé, mais voilà. C'était pas limite, c'était l'Inter mauvaise frappe. Ah, d'accord. Avec le Real, l'Inter une honte. Oui, absolument. Je suis d'accord. Donc oui, voilà. Je pense que Paris, je les sens bien passer en finale. Et après, en finale, quand tu as les joueurs du Paris Saint-Germain, en fait, je dis pas que tu vas dominer le Real ou que tu vas dominer le Bayern. Je dis juste qu'il n'y a rien qui t'interdit de penser que un de ces joueurs complètement stratosphériques qu'ils ont, c'est-à-dire pour leur ligne d'attaque déjà, qui normalement devrait être, s'il vous plaît, soit Barcola, Mbappé, Dembélé, soit Mbappé, Gonzalo Ramos, Dembélé, avec cette ligne d'attaque-là, plus les milieux de terrain du type Vitinha, etc., tu peux pas dire qu'ils ont aucune chance en finale contre le Real ou contre le Bayern. Ils peuvent en fait. Ils peuvent t'éteindre. Hein. Eux, ils peuvent t'éteindre comme ça en claquant des doigts. Hein. On l'a déjà vu pendant cette saison. Donc c'est faisable. Et c'est pour ça que je me dis, ça se trouve, c'est cette saison en fait qu'ils vont la prendre parce que en fait tout s'aligne. Tu vois, même quand ils sont en galère, il y a un carton rouge qui sort de l'espace. Le tirage au sort, ils passent, ils prennent le côté où il n'y a pas une seule grosse équipe. Le Manchester City qui est vraiment the équipe contre lequel Paris doit pas jouer parce qu'en fait quand ils jouent contre des équipes qui ont vraiment de la maîtrise, ils n'y arrivent pas du tout. Bon, en fait, ils se font sortir par le Real. Le Real, c'est pas forcément une équipe qui déplaît au Paris Saint-Germain parce que c'est pas une équipe qui aime la balle, qui t'impose un rythme et tout. Le Real, c'est une équipe qui réagit plus qu'elle agit en fait finalement. Donc tout s'aligne en fait. Donc voilà. Luis Enrique s'est bien loupé aussi sur ce match. Allez, sortir Barcola, drôle de choix. Ouais. Non mais ouais, il n'y a pas de raison. Et puis Kolo Muani, tu te dis ah bah cool, il va faire rentrer tu vois Gonzalo Ramos. Tout le monde sait que c'est le meilleur neuf du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de tu vois non. Kolo Muani. Le gars quand il est rentré Kolo Muani, Hakimi à côté c'était Maradona. Donc, c'est pour vous dire comment l'autre était naze. C'était incroyable à voir. Bref. Et sa tactique était chelou. Dembélé à droite, Dembélé au centre, Dembélé à droite. Je trouve pas que Luis Enrique est un beau coach pour Paris, mais un peu de stabilité dans son 11 ferait du bien aux joueurs. Je sais pas, c'est aussi peut-être pour ça qu'il gagne. Donc, j'arrive pas vraiment à savoir si... honnêtement, je sais pas. En fait, c'est clair que de temps en temps, il se rate. Et souvent, c'est au match aller. On l'a vu contre le Barça, on l'a vu là contre Dortmund. Mais même en se ratant contre Dortmund, Paris, normalement, devrait faire match nul. Les occasions de Dembélé, les frappes sur le poteau de Mbappé, de Luis et de Fabien Ruiz. C'est pas, tu vois, enfin, franchement, c'est compliqué, quoi. Normalement, ça doit faire but. Tu dois au moins en marquer un sur ces 3 occasions. Donc, et plus, il y en a d'autres en plus. Donc vraiment, je pense vraiment que tu peux faire match nul et pourtant il s'est raté complet sur la compo effectivement et sur l'animation. Après, le truc aussi, c'est que l'équipe au match aller, déjà, elle ne sait pas à quoi s'attendre avec le Paris Saint-Germain. Après le match aller, le Barça et là Dortmund, elle sait encore moins à quoi s'attendre. Parce que là, elle se dit, mais attends, c'était quoi l'équipe contre qui on a joué et qu'on a failli prendre 3 buts en fait? On ne sait pas, tu as tout à fait raison, tu ne sais pas si Dembélé il joue en centre, s'il joue à droite. Dembélé était chargé de marquer, je ne sais pas si vous avez remarqué, de couper Chan de toutes les balles. Donc Dembélé qui est ailier droit, c'était lui qui était chargé d'être au cœur de jeu pour empêcher au marquage de Emre Can pour pas qu'il touche la balle. Parce que c'est vrai que Emre Can, c'est l'organisateur du jeu avec Sabitzer. C'est vraiment les deux, si tu arrives à les bloquer, il n'y a plus rien qui se passe. En fait, bon, tu as Sabitzer, Emre Can et Julian Brandt. Si tu bloques déjà la première relance de Emre Can, en fait, tu mets déjà Sabitzer et Julian Brandt pas forcément dans les bonnes dispositions pour pouvoir dicter le jeu comme ils veulent. Donc déjà, tu casses ça. Après, en l'occurrence, si tu bloques Brandt, là, c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que voilà, c'était très, très bizarre comme animation, et même comme animation défensive. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand Dortmund reprend un petit peu la main sur le match, c'est parce que Dembélé, physiquement, il n'arrive plus et à être à droite, provoquer, et venir défendre sur Emre Can. À partir du moment où Can commence à mettre le pied sur le ballon, là, tu vois que ça commence à se dérégler.
Et à ce moment-là, tu commences à voir que Dortmund a plus la maîtrise et commence à devenir de plus en plus dangereux. Et après, il a fait des changements pour justement contrer ça et faire en sorte que Emre Can soit toujours sous pression. Et c'est redevenu un peu le temps fort du Paris Saint-Germain. Donc voilà. J'arrive pas vraiment à savoir si, en fait, les coups tactiques de Luis Enrique, je pense que ça fait mal à la tête aux entraîneurs. Et sur le deuxième match, les entraîneurs, ils surréagissent à la tactique de Luis Enrique. Et ils tentent des trucs eux aussi. Et ça part en cacahuète. Et c'est là où il fait vraiment la différence. Donc je sais pas, on verra. J'arrive pas, tu sais, je sais pas. Il est à la limite de la folie et du génie, Luis Enrique en permanence. Donc voilà. Quant au Bayern, écoute, au JCRM, on connaît, enfin tu connais et vous connaissez tous mon talent pour les pronostics, mais le Bayern, je trouve qu'en fait le match aller m'a rassuré, en fait, bizarrement. Alors tu te dis, bon, ils font 2-2 à la maison, c'est pas un super résultat, en plus ils étaient menés 2 fois. Bah en fait, ils m'ont rassuré, et je pense même qu'eux aussi, ils se sont rassurés en se disant, ah mais en fait, on peut rivaliser contre ce Real, en fait. Et le fait qu'ils se soient, voilà, qu'ils aient pas fait le meilleur match de la saison là en championnat, ça veut dire que tout le monde a la tête à la demi-finale. En fait, tout le monde se fout du championnat, mais en même temps, c'est un peu normal parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Ils sont deuxième ou troisième au pire, mais ils seront qualifiés en Ligue des Champions et puis ils seront pas champions. Donc quelque part, ce serait bizarre que tu te mettes la rate au courbouillon en championnat pour réussir à gagner tous les matchs jusqu'à la fin, alors que tu as une demi-finale de Ligue des Champions à jouer. Donc j'ai bien l'impression que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu pour le Real contre ce Bayern. Et je suis pas sûr que... Moi, j'avoue que ma finale, dans ma tête, c'est Paris Saint-Germain-Bayern. Il est très possible que je fasse un 0/2. mais pour moi, la finale de Ligue des Champions, ça va être Paris Saint-Germain-Bayern, parce que le Bayern a vraiment les moyens de perturber ce Real. Et vraiment, je sais pas. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça, mais je crois que ça a donné du baume au cœur au Bayern. Il s'est dit, mais en fait, on est le Bayern. Et tu vois, le Real qui a dominé Manchester City, enfin dominé, qui a éliminé Manchester City, bah en fait, on a fait jeu égal contre eux. Ok, c'était à la maison, mais on a fait jeu égal contre eux, en fait. Donc, et le Bayern, c'est pas une équipe qui a peur d'aller à l'extérieur. Enfin, je pense pas. Les joueurs, ils ont ce qu'il faut, quoi. J'ai pas compris pourquoi le Bayern n'a pas fait tourner ce week-end. Parce que je pense qu'ils ont besoin de certitude, le Bayern, en ce moment. Bref, ouais, je sais pas trop. Le Borussia, eux, ont fait tourner, à part Kobel, personne n'a joué. Ouais, ils sont rentrés 20 minutes. Non, c'était bien, hein. C'était une bonne... c'était un bon truc. Donc ça, c'était une bonne préparation pour le Borussia, sachant qu'en plus, ils ont mis 5-1. Il a fait rentrer 5 joueurs. Comme un petit décrassage quoi, de 20 minutes, style Julian Brandt, Sabitzer, qui c'est qu'il a fait rentrer le petit attaquant ultra rapide là aussi. Donc ouais, non, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal pour le Borussia. Mais le Borussia, ils m'ont pas convaincu à l'aller. Et je pense qu'au retour au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, ça va leur faire bizarre. Donc voilà. Voilà comment je vois les choses. Écoutez, on verra bien. Et c'est ça qui est passionnant dans le foot, c'est qu'on peut faire toutes les analyses qu'on veut avant. La réalité, elle va se passer demain soir, 21h, coup de sifflet final à 22h45 à peu près. On verra, sauf s'il y a des prolongations. Franchement, j'espère qu'il va y en avoir, parce que ça fait quand même plaisir. Bah, on saura réellement ce qui s'est vraiment passé. Et ce qui est cool, c'est que le scénario va encore nous surprendre, c'est sûr et certain. Et là, on se retrouve avec Borussia Bayern en finale, ça serait drôle. Et quelque part un petit peu touchant. J'aimerais bien que Marco Reus gagne un titre majeur avec le Borussia Dortmund et gagne la Ligue des Champions contre le Bayern. Ça me ferait kiffer. Je dois vous avouer que je préfère que le Real gagne ou que le Paris Saint-Germain gagne la Champions League ou Dortmund, parce que le Bayern, s'il gagne, ils égalisent Milan en deuxième club le plus titré en Ligue des Champions de l'histoire, et ça m'emmerde. Donc voilà. Donc je préfère que ce soit les autres qui gagnent. Paris, c'est bien, ça me ferait plaisir, c'est quand même la ville d'où je viens. Donc bon, allez, je serais content pour Paris. Et puis ils le méritent après tout ce qu'ils ont traversé. Tu te dis quand même, allez, c'est un peu leur tour. Le Real, bah, ils sont tellement loin, de toute façon, on s'en fout. Et puis Dortmund, bon, bah, ça fera la deuxième, ce serait cool. J'ai vu la première, je verrai la deuxième aussi. Donc voilà.
Moi, c'est le PSG vainqueur qui m'emmerde. Oui, je comprends. Je comprends au JCRM. Comme beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de monde. Il y a quand même très peu de gens, excepté à Paris, qui sont... Enfin non, pas à Paris, parce qu'en France, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup... Enfin, maintenant, il y a énormément de supporters du Paris Saint-Germain à travers la France. Hein. C'est plus du tout... c'est un club un peu global, comme pouvait l'être Marseille dans les années 90. Donc voilà. Donc oui, en France, en tous les cas. Et au Qatar. Il ne faut pas oublier le Qatar. Voilà. Bon, écoutez, ça a été un plaisir encore de discuter football avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là, surtout toi au JCRM. Et puis bah, écoutez, profitez bien de ces 2-3 jours d'affilée de grands matchs de foot. On n'a pas parlé de l'Europa League, mais bon, voilà, on en a parlé beaucoup. Je pense que l'Atalanta risque de passer parce que Marseille dans une... Alors, je voulais quand même souligner l'ambiance absolument phénoménale du Parc des Princes qui a été soulignée en Italie par tous les grands quotidiens italiens sportifs. Ils ont tous parlé de l'ambiance surréelle du Vélodrome. Donc franchement, chapeau, parce qu'encore une fois, on connaît l'Italie et ses ambiances... surchauffé dans certains stades, pas dans tous les stades, mais dans certains stades. Donc le fait qu'ils aient été impressionnés, mais ce qui les a impressionnés aussi, c'est que l'Atalanta, dans cette fournaise, n'a fait que match nul. Et donc, bah, très clairement, match retour, ça va pas être la même chose. Marseille sera moins porté par ce public, et donc je pense que l'Atalanta va faire une différence. Et puis de l'autre côté... voilà, De Rossi y croit, il a même demandé la recette à Allegri, a-t-il dit après le match Roma-Juve de ce week-end, un partout. D'ailleurs, au Cotonou y était, je crois. Donc voilà, ouais, c'était effectivement... je sais pas s'ils vont le faire. S'ils le font, c'est fantastique. Franchement, c'est fantastique, mais j'y crois pas trop parce que là, le Bayern, ils sont repartis. Hein. La rouste qu'ils ont mis à Francfort, c'est les buts et tout. Tu te fais, ah oui, d'accord, ça y est, ils sont revenus les gogos. C'est reparti. Donc ouais, je pense qu'ils sont surboostés par le fait de terminer invaincus et faire un triplé, en fait. Parce que là, ils ont la finale de coupe contre... une deuxième division, je crois, j'allais dire Darmstadt, mais non, c'est pas Darmstadt. Voilà, en tous les cas, contre une deuxième division, donc ils peuvent très clairement faire le doublé. Et puis là, ils sont quand même à 90 minutes d'une finale d'Europa League, probablement contre l'Atalanta. Ça va être sportif hein, quand même. Hein. Donc voilà. Bref, allez, je vous souhaite une excellente soirée. On reparlera de tout ça la semaine prochaine. Même heure, même jour, 20h, en simultané sur Twitch et sur YouTube en direct. Et puis bien sûr à écouter sur toutes les plateformes de streaming audio, en podcast, ou alors à revoir sur les plateformes vidéo quand vous le désirez. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous pour votre soutien. Et puis n'oubliez pas, hein, ciao les gars, ciao ciao.